Au cours d'une nuit sinistre, une tasse de thé et un bel homme sont allongés sur le sol. Une femme fixe froidement l'homme et ordonne au chevalier de se débarrasser du prince héritier pour le bien de son bien-aimé car elle avait commis une injustice. La femme s'éloigne ensuite de la pièce ensanglantée, pleine de cadavres. En commettant cette trahison, elle pense que son bien-aimé sera heureux de devenir roi. Elle entre dans la salle du trône avec anticipation et l'homme aux cheveux roux assis sur le trône lui demande des nouvelles. Elle mentionne comment elle s'est débarrassée du prince héritier Alfonso. L'homme sourit, et son rire résonne dans la salle du trône, puis, il dit à Ariane qu'elle a fait du bon travail. Ariane sourit doucement, et maintenant que le nettoyage est terminé, l'homme prévoit de faire d'Ariane la femme la plus noble du royaume. Ce qui rend Ariane heureuse que César ait dit cela, puis, elle le serre dans ses bras, pensant que c'est pour le mieux, qu'elle pourra être heureuse aux côtés de son bien-aimé César. Après le coup d'État, César est devenu le régent du royaume étrusque, et 9 années ont rapidement passé. Ariane a également rempli son rôle de responsable des affaires internes du palais. Cependant, malgré ses efforts pour accomplir les devoirs des anciennes reines, les gens parlaient encore de ses origines modestes et la qualifient d'inapte. En tant que noble, les nobles se demandent quand César épousera Ariane. Des rumeurs disent également que César ne peut pas avoir d'enfant légitime. Malgré ces rumeurs, Ariane croit que César l'aime. Ariane entend soudainement que César est l'enfant d'une concubine et qu'il est en réalité le demi-frère d'Alfonso. La comtesse affirme qu'un métis ne peut pas recevoir les bénédictions du ciel. Ariane perd son sang-froid et attaque la comtesse qui a dit cela. Elle lui dit de parler du mal d'elle plutôt que de César. Alors, César se demande ce qui se passe. Ariane lui sourit, mais César se précipite vers la noble à la place. La noble femme critique alors Ariane, et celle-ci n'arrive pas à croire que César ne l'a pas défendue. Au lieu de cela, César la prend et lui dit de faire son travail correctement. Puis, il affirme que la comtesse est plus utile qu'Ariane. Il lui dit de ne pas agir de manière honteuse, sinon il ne fera jamais d'elle son épouse. Cependant, les années passent et Ariane est toujours sa fiancée, tandis que César a une autre femme. Une nuit, il força Ariane à être avec lui et Ariane pense qu'elle deviendra enfin l'épouse de César. C'est alors que César mentionne qu'Isabella sera reine, ce qui choque Ariane. Alors, Ariane le repousse et lui rappelle qu'Isabella, sa sœur, est la femme d'Alfonso et une veuve impure. Il affirme qu'Isabella est restée pure tout au long de son mariage. Ariane insiste sur le fait que sa sœur est impure et qu'elle a eu une fausse couche. César la regarde avec colère et s'exclame que les ennemis des femmes sont aussi des femmes. Il traite Ariane de femme inférieure. Elle n'en revient pas de ce qu'elle vient d'entendre. Puis, elle pleure et rappelle à César qu'il lui avait promis de l'épouser. Il mentionne alors qu'Ariane est inférieure par rapport à la noble Isabella. Ariane comprend enfin que César est amoureux d'Isabella depuis le début. Il rit en affirmant qu'Isabella était destinée à être avec lui dès le départ. Il était mortifié d'être fiancé à Ariane. Elle tombe en réalisant qu'elle n'était qu'un simple substitut. César rit et affirme qu'elle ne mérite même pas d'être appelée un substitut. Ariane s'exclame qu'elle a aidé à la trahison et même sacrifié son doigt annulaire. Elle a tout abandonné pour César. Il tourne la tête et appelle quelqu'un pour enfermer Ariane, devenue folle. Ariane est traînée et enfermée dans la tour ouest. Elle se rappelle comment César lui disait qu'elle ressemblait à Délice, pure et obéissant. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Elle se réveille de son rêve et réalise que c'est aujourd'hui le jour de la cérémonie de couronnement. César a été officiellement couronné roi. Ariane aurait dû être à ses côtés. C'est alors que quelqu'un fait un commentaire sur la beauté d'Élise dans la vallée, mais ajoute que les roses dans le jardin sont bien plus précieuses. Isabella lui demande comment elle a dormi. Ariane lui demande avec colère ce qu'il se passe entre elle et César. Elle lui dit qu'elle devrait présenter des excuses à son mari, et Ariane d'un ton plein de culpabilisation, lui dit qu'elle est désolée pour ce qu'elle a fait à Alonso. Cependant, Isabella parlait de son mari César, pas Alonso. Avec une expression faciale taquine, elle affirme être destinée à devenir la femme la plus glorieuse du royaume. Elle traite Ariane de sans-vergogne pour avoir tenté de devenir reine et prétend avoir subi beaucoup de mauvaises choses, notamment les rumeurs de fausses couches, et elle veut qu'Ariane en prenne la responsabilité. Isabella voulait faire payer Ariane pour tout et Ariane, furieuse, demande pourquoi sa sœur fait cela. Isabella affirme que peu importe qui, elle veut simplement quelqu'un qui fera d'elle la femme la plus glorieuse du royaume. Ariane désespère car elle aime profondément César, contrairement à Isabella, et elle blâme sa sœur pour avoir ruiné sa vie amoureuse. Isabella éclate de rire et affirme que César s'est agenouillé devant elle et lui a dit qu'il pensait à Isabella tout en étreignant Ariane. Il a également commenté que la silhouette d'Ariane ressemblait à celle d'un homme, tandis qu'Isabella est beaucoup plus délicate et fragile. Isabella demanda s'il y a déjà eu un homme qui ait voulu Ariane, puis, comprend maintenant qu'elle n'est qu'un substitut. Isabella enseigne à sa sœur qu'il ne faut jamais se dévouer à un homme sans espoir, car ils ne connaissent pas la gratitude. Elle affirme qu'il vaut mieux élever sa propre valeur pour que les hommes tombent sous leur charme. Ariane tombe à genoux, pensant que César l'a abandonnée. Cependant, Isabella sait que César se lassera d'elle aussi et se souviendra d'Ariane, qui est restée fidèle à ses côtés. Sachant cela, elle prévoit de tuer sa propre sœur pour éviter tout problème futur. Ariane est alors poignardée dans le dos et tuée par sa propre sœur bien-aimée.
En perdant son sang, Ariane trouve tout cela injuste. Elle se demande où tout a mal tourné et souhaite remonter le temps. Elle se souvient du commandement d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Ariane souhaite avoir une vie basée sur ce principe et se demande pourquoi elle ne peut pas. Une voix lui demande si elle peut vivre selon le commandement d'or. Ariane confirme qu'elle peut le faire sans hésiter. Ariane ouvre les yeux et découvre l'endroit où elle vivait autrefois. Elle remarque ses petites mains et regarde dans le miroir, elle était revenue à son jeune âge. Elle voit un grain de beauté qu'elle n'avait pas auparavant. Une femme apparaît et lui dit de se préparer pour le travail et on voit Ariane qui jure de se protéger cette fois, elle ne restera plus sans rien faire. La servante continue de crier sur Ariane et de l'appeler « fille d'une humble servante ». Ariane serre les dents en entendant cela et une autre servante arrive en s'exclamant que quelqu'un est venu la chercher. Ariane se souvient que c'était le jour où son père devait venir la récupérer. Le cardinal de Mar était un cardinal qui avait une femme et des enfants. Contrairement aux autres, le cardinal ne pouvait pas quitter sa femme et laisser une aristocrate, Lucretia, devenir sa maîtresse. Lucretia se comportait comme l'épouse officielle du cardinal et avait 3 enfants qui jouissaient du même traitement que l'enfant de la première épouse. La deuxième fille, Isabella, était saluée comme la plus belle femme de la ville. Cependant, le cardinal avait aussi eu un enfant avec une servante, et cet enfant était Ariane. Elle avait été expulsée pour être la fille d'une humble servante et vivait à la ferme. Ariane arrive plus tard au manoir du cardinal. Elle rencontre son père, assis de manière menaçante dans son bureau. Il se dévisage et la fille indigne exprime sa joie de revoir son père. Le cardinal la fixe et est heureux qu'Ariane ait bien grandi, malgré son manque d'éducation. Ariane s'excuse pour ses lacunes et jure de ne pas embarrasser le cardinal. Quelqu'un approuve cela, et c'est la maîtresse hautaine Lucretia, qui avertit Ariane qu'elle devra être gracieuse en tant que femme en toutes circonstances. Ariane avait toujours considéré Lucretia comme un modèle, mais elle la trouve maintenant comme une personne grossière. Ariane sait comment rendre Lucretia amère devant le cardinal et sourit d'un air menaçant. Ariane s'incline devant elle et prétend être sa meilleure fille, tout en l'appelant respectueusement « Madame », comme le font les serviteurs. Le cardinal interroge la maîtresse de maison, troublée, elle demande à Ariane de l'appeler « Mère ». Cependant, Ariane l'appelle « Mère » et s'éloigne tout en souriant. À ce moment-là, quelqu'un arrive dans le bureau du cardinal. Ariane a des frissons en entendant la voix de la personne. Isabella accueille Ariane dans leur famille qui recule, sentant un malaise. Les sœurs se regardent. Ariane avait toujours pensé qu'Isabella était la sœur parfaite car elle avait toujours un beau sourire, et c'est avec ce sourire qu'elle allait poignarder Ariane dans le dos. Cette fois, Ariane ne sera pas lâche. Isabella tend la main et demande à Ariane de l'appeler sœur. Ariane affiche un sourire de façade et remercie Isabella. Le cardinal est alors ravi de voir les sœurs s'entendre. Il aime vraiment cela. Ariane et les autres quittent le bureau du cardinal et Lucretia rappelle à Ariane de ne pas causer de problème malgré que Ariane n'a encore rien fait. Puis quelqu'un crie, refusant de reconnaître Ariane comme sa sœur, elle qui a grandi à la ferme. Arabella souligne qu'Ariane est une roturière. Avant, Ariane ne pouvait pas répliquer, mais maintenant elle sait comment briser leur esprit. Ariane taquine Arabella en lui disant que leur mère et leur père préfèrent Isabella à elle. Arabella se met en colère et pousse Ariane. Cependant, l'expression d'Arabella s'assombrit en voyant Isabella au bas des escaliers. En réalité, Ariane avait esquivé et Isabella était tombée à sa place. Arabella est terrifiée par ce qu'elle a fait. Le cardinal sort en criant après avoir entendu le bruit. Arabella, paniquée, désigne Ariane comme coupable, le cardinal s'en prend immédiatement à Ariane. Puis, Ariane s'excusa et affirme qu'Isabella la protégeait. Les deux sœurs sont surprises par les paroles d'Ariane. Elles racontent ensuite à leur père qu'Arabella plaisantait et l'a poussée. Arabella commence à s'exclamer qu'elle n'a rien fait. Alors, Ariane rétorque qu'elle est peut-être sans éducation, mais qu'elle ne ment pas et elle demande ensuite à leur père de poser la question à Isabella. Isabella hésite à répondre, Ariane voulait qu'elle montre son vrai visage. Puis elle affirme qu'Arabella plaisantait et demande à leur père de pardonner Arabella. Ariane sourit en voyant qu'Isabella joue bien son rôle et c'était l'occasion pour Ariane d'être la gentille sœur envers sa demi-sœur. Arabella court vers Isabella, qui lui demande de faire plus attention la prochaine fois. C'est alors que le cardinal appelle Arabella et la punit en l'enfermant dans sa chambre pendant 2 semaines avec seulement du pain et de l'eau. Arabella tente de plaider son innocence, mais le cardinal prolonge la punition d'1 semaine supplémentaire en voyant qu'elle continue à parler. Les domestiques viennent aider Isabella tandis que le cardinal cherche Lucretia, et Arabella continuait de prétendre que ce n'était pas elle. Ariane observe tout cela tandis que le cardinal crie, et Isabella s'éloigne, elle sourit en pensant à quel point tout cela était facile. Quelques jours plus tard, Isabella refuse de se marier avec un enfant illégitime présumé, elle rappelle à son père qu'ils doivent élever leur statut. Le cardinal pose ses lunettes et affirme qu'il est également au courant des rumeurs. César est officiellement le cousin du prince héritier, mais en réalité, il est le fils illégitime du roi. Le cardinal ne veut pas non plus que sa fille épouse une telle personne. Mais, Lucretia suggère alors de marier l'un de leurs enfants légitimes et propose le nom d'Ariane pour les fiançailles. Le cardinal trouve cette suggestion tentante et sourit de manière menaçante.
Pendant ce temps, Ariane accepte pleinement le fait qu'elle est revenue dans le passé et elle jure de ne pas refaire les mêmes erreurs cette fois-ci. Elle se demande quoi faire pour empêcher ses fiançailles avec César et elle envisage de se marier avec quelqu'un d'autre ou de s'enfuir après être devenue riche. Cette dernière option lui semble la meilleure, car elle écarte la possibilité de se marier. Elle sait qu'il n'y aura pas de fin heureuse pour elle, où César tomberait amoureux d'elle et ils vivraient heureux pour toujours. Ce qu'elle a vécu est l'opposé. Elle ressent de la colère en se souvenant de son passé et veut que César paie pour ce qu'il a fait. À ce moment-là, une servante entre dans la pièce, apportant des vêtements pour Ariane. Ariane la reconnaît comme la servante personnelle d'Isabella, Maletta. Elle lui ordonne de s'habiller et de rejoindre la famille pour le dîner. Puis, Ariane lui répond à Maletta qu'elle doit sûrement être occupée, car elle ne l'aide pas à s'habiller. Maletta rit d'Ariane et lui dit qu'elle est assez grande pour s'habiller toute seule et elle ajoute qu'Ariane n'avait pas de servante à la ferme, de toute façon. Maletta se tourne alors pour partir et Ariane lui touche l'épaule et, sans prévenir, la gifle. Elle l'ordonne de se souvenir de sa place, puis, Maletta se met en colère et s'exclame qu'Ariane est aussi la fille d'une servante. L'expression d'Ariane s'assombrit et Maletta ajoute qu'Ariane n'est même pas l'enfant d'un noble, mais celle d'un homme d'église, tandis que les deux autres jeunes femmes sont nées d'une noble. Maletta lui dit alors que si le cardinal la met enceinte, son enfant serait au même niveau qu'Ariane. Ariane lève la main et gifle Maletta si fort qu'elle tombe, elle affirme que cette gifle est pour avoir insulté son père et pour sa jalousie mal placée. Elle avertit Maletta de surveiller ses paroles et lui ordonne de sortir. Alors, Maletta s'enfuit. Tout le monde pense qu'il est terrible d'être frappé par la réalité et Ariane serre les dents et jure de ne plus jamais laisser un homme influencer sa vie. Pour devenir indépendante, Ariane doit cultiver son propre pouvoir en trouvant un allié. À ce moment-là, Lucrezia, Isabella et Maletta entrent dans sa chambre, Lucrezia se met en colère contre Ariane pour avoir frappé un membre du personnel et Maletta joue la victime. Lucrezia crie sur Ariane, qui reste calme, Ariane s'incline et affirme qu'elle n'a pas pu se retenir après que Maletta a insulté son père et Lucrezia. Et tout le monde écoutait pendant qu'Ariane rapporte les paroles de Maletta. Maletta essaie de s'expliquer devant Lucrezia. Ariane ajoute que Maletta a dit que le cardinal était de basse classe, et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas la servir. Ariane sait que Lucrezia prendra son parti, car la lignée du cardinal est une affaire délicate. Et pour finir, Ariane mentionne comment Maletta imagine obtenir la faveur du cardinal et porter un enfant avec le même statut qu'Ariane pour ne plus la servir. Lucrezia semble prête à en découdre en entendant cela. Elle attrape les cheveux de Maletta et lui donne 10 coups de fouet, Maletta demande pardon tout en étant traînée. Lucrezia s'approcha d'Ariane, plutôt que de se déchaîner sans retenue elle la sermonna puis Ariane s'excusa d'avoir perdu son calme, et pour expier son comportement, elle se propose de s'exiler pendant 3 jours dans le refuge de Rambouillet, ce qui surprend Lucrezia. Ariane demande également d'emmener Maletta avec elle pour qu'elle puisse se réconcilier et regagner la confiance de la servante. Lucrezia, déconcertée, affirme que le refuge est une punition trop sévère. À ce moment-là, Isabella suggère 5 jours d'expiation à la place en souriant, Ariane est déstabilisée et accepte la proposition de sa sœur tout en gardant un visage impassible. Le lendemain, un carrosse arrive quelque part. Ariane en descend et découvre l'état désespéré du refuge de Rambouillet, tandis que Maletta, tremblante, l'observe. Ariane regarde autour d'elle comme elle s'y attendait, cet endroit est parfait pour mettre en œuvre son plan. La reine Marguerite, épouse du roi Léon III, a fondé le refuge de Rambouillet pour aider les pauvres. Cependant, le trésor alloué à cette cause était maigre, ce qui a entraîné la mort de nombreux paysans ayant intégré le refuge. Ariane et Maletta pénètrent toutes deux dans le refuge et rencontrent des paysans épuisés. Ariane ne peut contenir sa joie en voyant Maletta trembler de peur. Maletta se détourne, effrayée, lorsqu'Ariane l'appelle, elle taquine encore Maletta en lui disant qu'Isabella ne pourrait plus la protéger. Si Isabella avait pris la défense de Maletta, elle n'aurait pas de cicatrice sur le dos, mais Maletta ne fait que détourner le regard, tandis qu'Ariane rit toujours d'elle. Ariane prévoit de se mêler aux autres paysans, tandis que Maletta, terrorisée par le refuge, ne se doute pas du plan d'Ariane visant à la rendre complètement soumise. Alors elle marche activement, cherchant quelqu'un, avec Maletta la suivant de près, tremblante de peur tout en observant les alentours, Ariane remarque de nombreux paysans au bord de la mort et se souvient que la personne qu'elle cherche se trouve dans le refuge. Au loin, une femme aux cheveux roux appelle sa sœur et Ariane s'arrête en entendant la voix. Elle sourit de manière menaçante et demande à Maletta si elle voit la petite fille aux cheveux roux. Maletta fait semblant de ne pas comprendre. Ariane lui serre alors l'épaule et lui chuchote en demandant si elle reconnaît sa propre petite sœur. Le visage de Maletta s'assombrit et elle ne peut que se couvrir la bouche. Ariane menace Maletta, lui disant que si elle ne se plie pas à ses volontés, elle la laissera périr dans le refuge et dans ce cas, Maletta sera réunie avec sa sœur et elles mourront ensemble au refuge. Maletta serre les dents, mais refuse d'admettre quoi que ce soit, demandant sans cesse pardon à Ariane, avec une expression de terreur totale, comme si elle allait se faire dessus. Ariane devient sérieuse et agrippe l'épaule de Maletta, lui demandant si elle insinue qu'Ariane ment. Le visage de Maletta s'assombrit davantage lorsqu'elle lui saisit le visage et exige une réponse.
En touchant le visage de Maleta, Ariane ressent une décharge électrique et elle a une vision d'une personne vêtue d'une robe blanche, qui demande à Maleta et à sa sœur Sancha, laquelle des deux est la plus intelligente et travailleuse. Elle ne pouvait en choisir qu'une, alors la sœur de Maleta répond qu'elles ont grandi ensemble et promet de travailler dur, suppliant de ne pas être séparées. Maleta, regardant sa sœur, devient en colère et la repoussa et demande à la personne de la choisir elle à la place. Maleta affirme que sa sœur, Sancha, est trop fragile pour faire du vrai travail et l'accuse d'être une voleuse. La personne, avec un léger sourire, enlève sa capuche et c'était Isabella, et elle choisit Maleta pour travailler pour elle bien que Maleta soit reconnaissante d'avoir été choisie. Sancha est attristée et appelle sa sœur. Maleta attrape immédiatement sa tête et lui ordonna de se taire et Maleta explique que l'une d'elles devait travailler pour qu'elles puissent toutes deux survivre. Elle dit à Sancha de se taire et d'être patiente. La vision se termine lorsque Maleta rejoint Isabella et quitte le refuge. Ariane reprend son souffle et se sent étourdie. Maleta lui propose de l'aide, ce qui fige Ariane comme si elle voyait un fantôme. Ariane est confuse par ce qu'elle a vu, ne sachant pas si c'était une hallucination ou une vision du passé. Ariane serre son poing et se dirige vers Sancha, cherchant à confirmer si ce qu'elle a vu est vrai. Sancha, paraissant sous-alimentée, demande si la personne qu'elle voit est bien Maleta et Ariane s'agenouille devant Sancha et lui demande comment elle va pour confirmer ses soupçons. Alors Ariane lui demande ensuite si elle a une sœur aînée qui travaille pour une famille riche. Sancha, surprise, hoche immédiatement la tête. Ariane continue en demandant si sa sœur lui a dit que l'une d'elles devait réussir pour qu'elles aient toutes deux une meilleure chance dans la vie. Sancha n'en croit pas ses oreilles en entendant qu'Ariane c'est ce que Maleta a dit. Ariane n'en revient pas non plus, réalisant que ses soupçons et la vision qu'elle avait eue étaient vrais. Ariane se lève, remercie Sancha et lui demande de prendre soin d'elle. Sancha la supplie de ne pas partir et exprime son désir de parler à sa sœur. Sancha explique qu'elle n'a pas parlé à sa sœur depuis que celle-ci est partie travailler craignant cela, tout le monde voulait savoir si sa sœur avait rompu tout contact avec elle. Sancha confirme que c'est vrai et que c'est la première fois qu'elle la voit depuis son départ. Ariane examine Sancha de la tête aux pieds et demande à Maleta si ce que Sancha dit est vrai. Maleta, transpirant abondamment, ne peut donner une réponse claire, elle répond qu'elle n'a jamais vu Sancha de sa vie et le visage de Sancha s'assombrit, se sentant abandonnée, elle agrippe les vêtements d'Ariane et la supplie de l'aider. Puis, Ariane ordonne à Maleta d'aller chercher le responsable du refuge. 2 jours se sont écoulés depuis leur rencontre avec Sancha, et Ariane assise dehors est adossée à un arbre avec la faim, elle se remémore sa rencontre avec le responsable. Elle lui avait demandé plus de nourriture pour Sancha. Le responsable a refusé, affirmant qu'il ne pouvait pas se permettre de traitement spécial, même si elle était la fille de son éminence. Ariane avait compris et propose alors une alternative en sacrifiant sa propre ration de repas pour la journée et demanda qu'elle soit donnée à Sancha. Ariane se sentait faible, souhaitant seulement que Sancha ait de quoi manger pour une journée, mais 3 jours étaient déjà passés. Ariane était toujours troublée par ce qu'elle avait vu auparavant et cela semblait être une partie des souvenirs de Maleta. Elle avait tenté à nouveau de toucher le visage de Maleta, mais rien ne s'était produit. Ariane en conclut que la vision nécessitait plus qu'un simple contact physique. Perdue dans ses pensées, elle sursauta lorsque le prince Alfonso lui tendit une pomme. En levant les yeux, elle fut surprise de le voir et réalisa qu'il lui demandait si elle avait faim. Le visage d'Ariane se teinta de terreur en se souvenant qu'elle avait tué le prince Alfonso. Elle reprit rapidement ses esprits et accepta la pomme, réalisant qu'elle n'avait pas péché contre le prince. Pourtant, accepter la pomme signifiait accepter une nouvelle opportunité dans sa vie. Malgré que la situation était soudaine, Ariane y vit une grande chance de mieux connaître le prince Alfonso. Il avait entendu une rumeur selon laquelle Ariane donnait ses repas à une fille malade dans l'abri et après avoir mangé la pomme, Ariane se sentit soulagée après 3 jours de jeûne. Réfléchissant à ce qu'elle pourrait dire pour faire bonne impression, Ariane ressentit une chaleur intérieure et rit doucement, ce qui fut complimenté par le prince Alfonso. Tous deux comprenaient l'importance de la nourriture et savaient combien il était rare de la donner. Ariane expliqua qu'elle ne donnait le pain que parce qu'il était immangeable, manquant de lait et de beurre, ce qui le rendait dur. Le prince Alfonso sourit et demanda sarcastiquement si le pain de l'abri était vraiment si mauvais. Ils eurent une conversation merveilleuse, mais Ariane savait qu'elle ne devait pas avouer qu'elle connaissait sa véritable identité. Le prince Alfonso demanda combien de temps elle resterait, et elle répondit qu'elle partirait le lendemain. Il lui demanda ensuite si elle continuerait à donner sa nourriture. Ariane n'en avait pas l'intention, mais maintenant qu'elle avait mangé une pomme, elle pensait pouvoir tenir un jour de plus. Le prince Alfonso fut heureux d'entendre cette réponse et il sortit alors des collations délicieuses de sa poche et les lui donna. Ariane fut surprise au début, mais réalisa que cela pourrait la rapprocher de lui. Elle accepta la nourriture mais dut dire au revoir au prince. Le prince Alfonso fut déçu, sachant que leur conversation s'achèverait si rapidement, incertain de savoir quand ils se reverraient, il dut s'en contenter pour le moment. Avant de partir, le prince Alfonso demanda son nom, elle lui dit son nom complet, Ariane de Mar, et en voyant son visage souriant entouré de belles fleurs, le prince Alfonso ne put s'empêcher de montrer de l'affection. Ariane retourna au manoir avec Sancha après avoir terminé sa punition, et elles furent immédiatement confrontées à sa belle-mère,
qui pensait qu'Ariane faisait une mauvaise blague. Avant que sa belle-mère ne puisse faire pire, Isabella se précipita vers elle et remarqua les initiales de la princesse sur le mouchoir qu'Ariane lui tendit. Isabella reconnut les initiales immédiatement. Ariane expliqua qu'elle avait rencontré le prince à Rambouillet, pensant qu'il inspectait l'endroit puisque la reine le surveillait. Elle avait seulement voulu prendre soin de la santé de Sancha, mais à la place, le prince lui avait confié l'enfant. Elle ne voulait pas refuser le présent et insulter le bon nom de son père. Sa belle-mère était encore en colère, considérant qu'il était inapproprié d'amener une paysanne au manoir sans permission, et elle demanda si le prince avait également demandé à Ariane d'insulter sa belle-mère. Alors qu'elles allaient être expulsées, Isabella intervint et proposa en retour un séjour à Rambouillet. Lucrezia gifla Isabella, affirmant qu'un tel endroit n'était pas adapté à une dame, et Isabella demanda à ce que Sancha reste et promit que si elle rencontrait le prince lors d'une fête, cela constituera une histoire parfaite pour mettre en valeur la bienveillance de la famille. Une dispute éclata entre la mère et la fille. Ce qui faisait partie du plan d'Ariane et tout ce dont Ariane avait besoin, c'était que Sancha travaille au manoir. Perdue dans ses pensées, Isabella arracha le mouchoir et remercia Ariane pour son aide. Ariane réalisa que rien n'avait changé et serra son poing, puis, elle comprit que tout ce qu'elle possédait pouvait lui être retiré sur un coup de tête. Sancha exprima sa gratitude envers Ariane pour son aide et jura de lui rendre sa gentillesse un jour. Puis, Ariane la caressa doucement sur la tête et la remercia aussi. Quelques jours plus tard, la famille d'Ariane reçut une invitation de la reine. Sa belle-mère et sa sœur ne pouvaient qu'imaginer les intentions de la reine. Ariane, regardant depuis les escaliers, se sentit dégoûtée, sachant que dans sa vie précédente, ni l'une ni l'autre n'avaient jamais été invitées au palais. Arrivant dans sa chambre, elle trouva Moletta et Sancha à l'intérieur, l'informant qu'une calèche du palais l'attendait. Surprise par l'invitation, Ariane jeta un coup d'œil au lit et vit ses vêtements, et elle sourit malicieusement et demanda à Sancha d'essayer sa tenue, juste pour s'amuser. Selon les écritures sacrées, Saint Gon de Gessiard était vénéré pour ses 2 actes de martyr. Lors de son premier martyre, il mourut seul, rejeté par ceux qui l'entouraient. Cependant, il réalisa un miracle de résurrection et se sacrifia de nouveau pour prévenir une catastrophe dans le royaume. Ce n'est qu'alors que Gon de Josarche fut loué par le peuple. Les nobles de San Carlo et l'église de la Joie prêchaient souvent sur le second sacrifice de Saint Gon. Mais le sermon d'aujourd'hui portait principalement sur son premier sacrifice, prêché dans la langue du royaume de Gallica, le pays natal de la reine Marguerite. Ariane supposa que Lucrezia, sa belle-mère, et Isabella ne comprenaient pas un mot du sermon d'aujourd'hui, et elle savait que Lucrezia manquait de raffinement et qu'Isabella avait récemment commencé à apprendre le Gallica. Ariane remarqua une personne au loin, supposant qu'il s'agissait de la reine Marguerite, et elle se souvint ne l'avoir vue que sur des portraits dans sa vie passée, mais elle pouvait déjà deviner qui elle était par son air digne. Tout le monde murmurait sur la réaction de Lucrezia, sa belle-mère qui était immature, et Isabella qui ne savait pas qu'il s'agissait du sermon sur le premier sacrifice et non de second. Alors qu'Ariane était félicitée pour sa maîtrise du Gallica. Puis la séance fut ajournée pour un rafraîchissement. La reine était étonnée que la 2e fille du cardinal connaisse le Gallica. Pendant la période de rafraîchissement, Ariane, Lucrezia et ses sœurs se présentèrent. Lucrezia dit qu'elle leur a invités pour que la reine fasse connaissance d'eux. Tout le monde s'assit et une femme admira la robe d'Isabella qui se vantait du fait que cela a été fait par leur couturière de la famille, et Ariane se rappelait l'avoir vue quelque part. Dans sa vie passée, c'était une commère avec qui elle avait eu une altercation pour avoir mal parlé du roi. La dame appréciait le travail qui a été fait et aimerait avoir une pour sa fille. Les gens se demandaient pourquoi elle n'a pas eu le temps d'en coudre pour sa sœur et que peut-être elle est un enfant illégitime, ce qui énerva Lucrezia. Elles disent que vraie dame doit prendre soin de tous ses enfants et que tout cela est inhabituel et honteux. Puis, Isabella expliqua qu'elle avait prêté sa propre robe à Ariadne pour l'instant, attribuant tout malentendu à son goût pour les vêtements. Ariadne comprit l'intention d'Isabella, mais décida de jouer le jeu, et quand Ariadne se leva et se tourna pour montrer la robe, sa chemise sale fut révélée à tout le monde. Cela faisait partie du plan d'Ariadne pour humilier Isabella. Non seulement Isabella fut interrogée sur les vêtements qu'elle prétendait posséder, mais aussi sur la manière dont sa mère traitait sa fille comme une simple servante. La reine fit taire tout le monde et demanda à Isabella si la chemise lui avait réellement appartenu, et Isabella ne put répondre directement. La reine remarqua les mensonges d'Isabella et demanda à Lucrezia et Isabella de rentrer chez elle. Ariadne ressentit une satisfaction en voyant Lucrezia traitée comme la maîtresse de son père, et la reine ordonna à une servante d'escorter Ariadne et de lui fournir une chemise propre. Ariadne fut surprise par les paroles de la reine, et en suivant la servante, Ariadne réalisa que l'endroit lui était familier, puisqu'elle avait séjourné au palais pendant 9 ans en tant que fiancée de Césaro. En fermant les yeux, elle heurta accidentellement la servante et entendit celle-ci saluer quelqu'un, et quand Ariadne vit Alfonso, ils furent tous les deux surpris de se revoir, et en voyant Alfonso, elle reprit rapidement ses esprits et fit comme si c'était la première fois qu'elle rencontrait le prince. Matrone Carla, une servante de confiance de la reine Marguerite, avertit immédiatement Ariadne sur ses manières. Elle présenta Alfonso avec son titre officiel, fils unique du roi Léon III et de la reine Marguerite, Alfonso de Carlo.
Ariane soupçonna que la reine était au courant de son interaction avec le prince et salua Alfonso cette fois-ci avec plus de politesse. Matrone Carla et Alfonso se disputèrent, car le prince voulait garder son titre secret face à Ariadne. Alfonso aimait être traité comme un ami par Ariadne, ce qui irrita Matrone Carla en raison de leurs statuts sociaux différents, et tout en fixant Alfonso, Ariadne remarqua qu'il ressemblait à un jeune rebelle. Cependant, quand leurs yeux se croisèrent, Alfonso lui fit un léger sourire et il attrapa le poignet d'Ariadne et la traîna joyeusement dans un jardin. Inquiet qu'il soit suivi, il lâcha soudainement sa main. Ariadne rit de sa réaction et le taquina à propos du fait de l'appeler « Altesse » pour éviter de le froisser. Embarrassé par ses actions, Alfonso suggéra à Ariadne de continuer à l'appeler « Altesse » et Ariadne proposa d'utiliser des surnoms secrets à la place. Alfonso fut surpris par la suggestion, pensant que cela pourrait être impoli, mais Ariadne expliqua que l'utiliser ouvertement révélerait sa véritable identité. Ariadne savait que l'idée d'une connexion secrète serait tentante, et finalement, Alfonso accepta, bien qu'énervé que ses suggestions précédentes aient été rejetées. Ariadne attrapa sa main et écrivit son surnom, de Ray, avec son doigt et Alfonso ne réagit pas, la regardant simplement, puis serra le poing et lui confessa quelque chose. Ariadne comprit qu'elle avait probablement été convoquée au palais à cause d'Alfonso, car il avait informé la reine de leur rencontre à l'abri de Rambouillet. Pensant qu'Alfonso était ignorant, Ariadne fut surprise de découvrir qu'il savait ce qui se passait et Alfonso comprenait que la reine la surveillait parce qu'elle se souciait de lui, mais il se sentait étouffé, réalisant qu'il exprimait sa frustration, il s'excusa et voulut changer de sujet. Ariadne surprit Alfonso en lui caressant la tête et en lui montrant de la compassion, elle s'excusa pour éviter la colère de Matrone Carla, laissant Alfonso incapable de répondre, le visage rouge, tandis qu'elle s'éloignait. Au manoir du cardinal de Mar, Lucrezia bouillait de colère à cause de la manière dont la reine l'avait traitée et sa crise de colère fit tomber un vase dans le manoir, et elle insulta la reine en la traitant de salope de Gallica. Quand Ariadne arriva chez elle, elle salua sa belle-mère, ce qui enragea encore plus Lucrezia. Elle accusa Ariadne d'être hypocrite et prétendit que la chemise qu'elle portait faisait partie d'une de ses machinations. Ariadne savait que Lucrezia pouvait être lente d'esprit, mais ses instincts étaient aiguisés. Elle réfuta les accusations, affirmant que la chemise qu'elle portait était la seule qu'elle possédait et Lucrezia devint encore plus furieuse et demanda à voir la servante d'Ariadne. Lucrezia ordonna une fouille de la chambre d'Ariadne pour s'assurer qu'elle ne cachait pas d'autres chemises. En souriant à peine, Ariadne savait qu'il n'y avait aucune autre chemise dans la pièce, peu n'importe à quel point il cherchait. Elle pensa à un autre plan pour faire taire les accusations de Lucrezia et soudainement, Maletta annonça qu'elle savait qui était la véritable coupable. Ariadne fut prise de peur, car Maletta était présente lorsqu'elle avait exécuté son plan. Immédiatement, Maletta accusa sa sœur d'être la coupable, et Sancha échangea des regards avec Ariadne, incertaine de la manière de réagir. Alors, Lucrezia attrapa rapidement les cheveux de Sancha, l'accusant de vol, puis, Molta fouilla dans le sac de Sancha, en sortit la chemise et la présenta à Lucrezia. Bien qu'elle soit soulagée de ne pas être blâmée, Ariadne resta furieuse et eut du mal à accepter la situation. Malgré les coups de sa maîtresse, la généreuse Sancha nia les accusations en paniquant. Un point rouge apparut sous l'œil d'Ariadne, pulsant sans cesse. Son annulaire ne cessait de trembler. Une voix parla de la règle d'or, avertissant qu'il fallait payer pour ses erreurs et récolter les récompenses des actes vertueux. La voix questionna la trahison d'Ariadne envers les autres et le fait de profiter de leur souffrance tout en se lamentant de sa propre trahison. Ariadne se sentit déconcertée, incertaine de qui prononçait ces paroles. Toujours enragée, Lucrezia brandit un objet tranchant et s'avança pour poignarder Sancha. Les supplications d'Ariadne tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que Lucrezia avançait, incitant Ariadne à se jeter en avant pour protéger Sancha, puis elle s'est fait poignarder dans le dos. Surpris par l'acte désintéressé d'Ariadne, Sancha s'enquit immédiatement de son état de santé. Ariadne implora Sancha de dire la vérité, mais Sancha refusa. En les observant, Lucrezia conclut qu'Ariadne et Sancha avaient conspiré pour se moquer d'elle. Juste au moment où Lucrezia allait les frapper, le cardinal arriva, tentant d'apaiser la situation et Ariadne emmena Sancha dans sa chambre pendant que sa belle-mère et son père se disputaient. Submergée, Sancha paniqua en voyant la blessure d'Ariadne et voulut aller chercher une pommade pour elle. Mais, Ariadne l'arrêta et lui demanda pourquoi elle n'avait pas dit la vérité, car Ariadne était seule responsable de la situation. Sancha répondit qu'elle n'avait pas dit la vérité parce qu'Ariadne l'avait sauvée et elle jura de rembourser Ariadne par sa gentillesse et de rester à ses côtés jusqu'à la fin. Ariadne ne put s'empêcher de verser des larmes en entendant les mots de Sancha. Dans sa vie précédente, Ariadne n'avait personne, elle avait été rejetée par sa famille et abandonnée par son amour, elle n'avait jamais connu une telle loyauté. À l'origine, elle avait l'intention d'utiliser Sancha comme un simple pion, mais maintenant, elle voyait en elle un acte de loyauté qui ne méritait pas d'être trahi. Ariadne prit Sancha dans ses bras et lui promit de la protéger jusqu'à son dernier souffle. Elle jura de tenir Maletta responsable de ses actions injustes, elle déclara que plus personne n'oserait les menacer. Sancha serra Ariadne étroitement, offrant du réconfort et toutes deux trouvèrent du réconfort dans les bras l'une de l'autre. Plusieurs jours passèrent, avec Sancha s'occupant des vêtements,
tandis qu'Ariane restait fixée sur ses récentes expériences et elle touchait constamment son doigt annulaire, se rappelant le point rouge palpitant et le doigt qui tressaillait. La curiosité d'Ariadne au sujet de la voix qu'elle avait entendue persistait et Sancha l'avertit de ne pas toucher la plaie, car cela ne ferait qu'aggraver les choses. Ariadne demanda alors si la plaie semblait grandir et Sancha répondit que les doigts ne grandissent pas du jour au lendemain. Elle remarqua que Sancha avait changé et qu'elle n'était plus le chaton errant adorable qu'elle avait trouvé sur le bord de la route. La langue acérée de Sancha avait aussi fait son apparition. Sancha balaya la remarque d'Ariadne qui l'informa qu'elle avait des leçons de Gallica à suivre, car son tuteur arriverait bientôt. Ariadne, ayant oublié, dit à Sancha qu'elle se retrouverait plus tard avant de partir. En marchant dans le couloir, Ariadne ne pouvait penser qu'au temps qu'elle passerait avec Sancha après sa leçon. Soudain, elle entendit sa belle-mère converser avec le cardinal à propos de l'envoyer loin. L'expression chaleureuse d'Ariane se transforma en froideur en un instant. Initialement, Lucretia avait voulu qu'Ariane vive au manoir, mais son obstination était devenue insupportable. Elle souhaitait qu'Ariane parte dès que possible, car il planifiait de la marier à son ancien amant, le comte César. La seule raison pour laquelle le cardinal de Mar refusait de marier Isabella à César, c'était qu'elle était bien trop précieuse pour quelqu'un de son statut. Jusqu'au jour où il déciderait de la vendre, il l'éduquait, la préparait et la chérissait afin que son investissement rapporte richesse et statut. Le cardinal préférait que le prince Alfonso épouse Isabella, car il était l'unique héritier du royaume d'Eria, et il élaborait un plan impliquant d'offrir plus de valeur au prince qu'Isabella elle-même. Si son plan échouait, il s'assurerait qu'Isabella devienne sans valeur pour le prince. Elle entre dans la pièce où se tiennent les leçons de Gallica. Avant d'entrer, elle s'arrête devant la porte et sourit. Leur instructrice, Madame Romani, annonce qu'ils termineront la leçon plus tôt, car ils ont été invités à une messe d'état spéciale. Ariane salue Madame Romani en Gallica, surprenant non seulement l'instructrice, mais aussi Arabella et Isabella. Puis, l'instructrice complimente Ariane pour son Gallica fluide, et Ariane la remercie humblement, expliquant qu'elle a grandi avec un Gallican, ce qui l'a beaucoup aidé dans son apprentissage. Quand Madame Romani a commencé à lui enseigner, elle a vu le talent d'Ariadne et dit à Ariadne que ses manières sont aussi bonnes que son Gallica impeccable. Arabella se plaint de la maîtrise d'Ariadne en Gallica et l'accuse de tricherie. Puis, Ariadne couvre sa bouche et réprimande Arabella, expliquant qu'il est impoli d'élever la voix en présence de leur instructrice. Madame Romani demande alors à Ariadne si elle a fait ses débuts en société, notant qu'Ariadne est désormais prête pour être présentée à la haute société si elle le souhaitait, et Isabella dans son coin, est furieuse qu'Ariadne lui ait volé la vedette. Mais elle se ressaisit car elle planifie de captiver tous les habitants de San Carlo. Son plan consiste à resserrer son corset, à s'assurer que la croix repose chastement sur sa poitrine exposée. Elle utilisera la plus fine poudre de perles de Iné pour son fond de teint et ses joues, et ses lèvres brilleront avec une eau de rose luxueuse de Gita. Le royaume d'Estrusque est une théocratie où le pouvoir souverain découle d'un droit divin accordé par Dieu. Les Écritures déclarent que les âmes vertueuses se réincarnent en nobles et en royaux, tandis que celles qui ont péché renaissent en paysans ou pire. Par conséquent, les âmes vénérables de l'aristocratie ont le devoir de guider et de diriger les âmes inférieures des paysans. C'est une nation sous l'autorité de Dieu, où l'Église accorde la légitimité au monarque. Dans cette nation pieuse, il y a une occasion célébrée avec une grande importance. Une fois par mois, toute la population du royaume, du roi aux plus humbles paysans, se rassemble pour entendre le cardinal délivrer les paroles de Dieu lors d'une messe d'État. Le cardinal et sa famille sont arrivés, et tous sont heureux d'apercevoir même brièvement Isabella. Les femmes envient les accessoires qu'elle porte, mais ne peuvent qu'espérer avoir le courage de lui parler au moins une fois. Elle sourit d'un air menaçant, satisfaite que toute l'attention soit concentrée uniquement sur elle. Tandis qu'elle marche élégamment, les gens commencent à parler de la personne derrière elle, car personne ne la reconnaît. Isabella se retourne et ricane en voyant Ariadne, qui porte un maquillage minimal, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, une simple robe et une croix en argent de mauvais goût autour du cou. Ariadne ne se souciait pas de son apparence devant tout le monde. Elle sait que, peu importe à quel point Isabella tente de montrer sa valeur, personne ne se souviendra d'elle après l'événement d'aujourd'hui. Ariadne présume que si elle revit réellement son passé, un scandale profondément sacrilège se déroulera pendant l'événement d'aujourd'hui, bouleversant la nation entière et cet événement mènera à ses fiançailles avec son ancien amant à cause d'un incident. Le cardinal de Mar a été sauvé par le roi étrusque Léo III, et en échange de son aide, le roi a fait une proposition. Il souhaitait que le cardinal devienne un allié pour son fils sans pouvoir, César. César, fils illégitime du roi Léo III, était promis à la fille du cardinal, Ariadne, qui était considérée comme sans valeur et Ariadne prévoit de changer son passé, mais si elle échoue, elle finira par épouser César de nouveau. Elle espère que le secret se dévoilera exactement comme dans sa vie précédente. César observe la famille du cardinal, en particulier Isabella, croyant qu'elle est un prix digne de lui.